Alors on a, Valérie, des infos selon lesquelles le Congrès serait quand même assez noyauté par des pro-russes. C'est Mike Turner qui est... non, c'est d'abord le républicain qui préside le comité des affaires étrangères de la Chambre, pour commencer, Michael McCaul, qui dit ça: la propagande russe a fait son chemin jusqu'aux États-Unis et a infecté une bonne partie de la base de mon parti. Mike Turner, donc son homologue au comité de renseignement, dit: il y a des membres du Congrès qui disent encore à tort que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine concerne l'OTAN, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ça nous donne plusieurs infos. La première, c'est qu'il y a quelques républicains qui sont assez raisonnables, malgré tout, et qui osent prendre la parole parce que c'est pas évident, qui sont courageux parce qu'il en faut pour s'interposer, mais aussi que manifestement, effectivement, tout ça est bien noyauté par la propagande pro-russe. Alors en fait, ce qui m'a étonné en lisant ces nouvelles informations, c'est qu'on aurait dû y penser tout seul. Parce que évidemment que les Russes ne vont pas s'arrêter au terrain. Ils font suffisamment de tentatives de déstabilisation en Europe ou ailleurs pour évidemment essayer de déstabiliser, et semble-t-il réussir pas si mal, le Congrès américain. Donc on est étonné parce que ça ne rentre... Moi, en tout cas, je parle sous votre contrôle. Mais parce que je me dis que j'ai pas encore le logiciel qui consiste à penser que la Russie fait une guerre totale. Et cette guerre totale, elle est évidemment du warfare sur le terrain, et puis elle est aussi informationnelle, de propagande. Toutes les fake news qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, elles sont évidemment alimentées par la propagande russe. Donc que les congressmen américains soient eux-mêmes un très bon gibier pour ça, ça n'étonnera que les naïfs comme moi. Oui, voire plus, ça peut aller jusqu'à l'administration, entre guillemets, de la proximité de Donald Trump. Oui, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est un peu comme un poison qui se répand un peu partout, mais pas qu'aux États-Unis, hein, beaucoup en Europe, beaucoup en France, dans certains partis un peu extrêmes. Mais au Parlement européen, on l'a vu. Oui, mais au Parlement européen, et d'ailleurs les élections européennes sont un moment charnière pour les services de renseignement russes, pour qu'ils influent au maximum. Et on voit d'ailleurs certains partis qui se démarquent comme ça. Ouais. Ceci dit, Catherine, a priori Donald Trump veut être celui qui résout la crise, donc il n'a pas du tout intérêt à ce que tout s'écroule maintenant. Parce que l'élection a beau être en novembre, quand bien même il est élu, ce à quoi tout le monde ne croit pas, hein, certains disent bien régulièrement: attention, il n'est pas encore revenu à la Maison-Blanche, quand bien même il y reviendrait en janvier prochain. Ça veut dire qu'il faut tenir quand même. Mais son objectif, c'est d'entraver complètement Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden ne puisse se réclamer absolument d'aucune réussite. Donc évidemment, lui, il a aussi intérêt à ce que le conflit en Ukraine ne se règle pas d'ici le 5 novembre, puisqu'il apparaît comme... Lui, il se présente toujours comme étant celui qui est le roi du deal, qui sait... lui, son idée, c'est que tout le monde a un prix, qu'il suffit de mettre la bonne somme en face du bon nom, et qu'on trouve un accord, et que finalement, tout le monde y trouve son compte. C'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Voilà, lui le premier. Et c'est toujours ce qu'il a mis en avance. Il a toujours dit: non, mais tous ces politiciens de Washington, là, qui sont dans le marigot de Washington et de l'establishment, ils savent pas du tout comment on règle les conflits, comment on sort d'une crise. Alors que moi, en tant qu'homme d'affaires, j'ai fait ça toute ma vie. Donc, Poutine et puis Zelensky, je vais les convoquer, on va régler ça, ça va être vite fait. Mais pour répondre aussi à votre question sur dans l'entourage de Donald Trump, parce qu'il y en a qui sont proches des Russes, il faut quand même se souvenir que lors de sa première campagne électorale et de sa victoire, il y avait un général qui s'appelle Michael Flynn et qui a été obligé, enfin qui en gros a été débarqué parce qu'il était suffisamment proche des Russes pour aller voir tranquillement l'ambassadeur de Russie à Washington et lui expliquer qu'il fallait surtout pas qu'il s'inquiète parce qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, les relations seraient beaucoup plus cordiales qu'avec Barack Obama dans la même Maison-Blanche. Donc, il y a une proximité de toute façon depuis le début. Hein. Et puis, les républicains de la rue, ils le savent ça? Ils s'en rendent compte de ça ou pas? Les républicains de la rue, en fait, ils vont pas jusque-là. Eux, ils se disent: on garde notre argent pour nous et on arrête de subventionner les Ukrainiens. Les Européens ont qu'à le faire. Nous, c'est pas notre continent, c'est pas notre histoire. Les Américains sont sortis d'Afghanistan, ils sont partis du Kurdistan, enfin de Syrie, etc. Enfin, la plupart, c'est l'idée qui avait commencé d'ailleurs avant même Donald Trump. Il faut le reconnaître, qui est que les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Ouais, c'est ça. Donc maintenant,
ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Enfin, pour les républicains supporters de Donald Trump, ils considèrent qu'on a déjà fait beaucoup, qu'on a donné beaucoup d'armement, beaucoup d'argent aux Ukrainiens. Et puis aussi, aux États-Unis, dans l'esprit de ces gens-là, il y a aussi les winners et les losers. Et à partir du moment où les Ukrainiens réussissent pas à gagner, on les aura aidés durant 2 ans, ça n'a pas fonctionné. Les Européens n'ont qu'à prendre le relais parce que nous, on a fait le maximum. Et puis financièrement parlant, ça sera plus intéressant de se concentrer sur la Chine plutôt que sur la Russie. Le général Michael Flynn, là, c'était la source unique du journaliste Seymour Hersh qui avait publié une enquête, entre guillemets, sur la Syrie. Comme quoi, les rebelles, en fait, se seraient eux-mêmes bombardés avec des armes chimiques et qui étaient déjà, en fait, pour soutenir la Russie. C'est ça. Tout ça pour dire que la propagande russe, en fait, elle est là depuis très longtemps et elle a des réseaux très, très bien infiltrés avec des narratifs très solides derrière. Il était très proche de Donald Trump, hein, Michael Flynn. Absolument. Ouais. Je voudrais revenir d'un mot sur ce que vous avez dit au début en nous présentant les citations d'un certain nombre de républicains dont vous avez dit ils sont courageux. Ce parti est très divisé, le parti républicain. Il y a évidemment un soutien massif à Trump, on l'a vu dans la primaire. Nikki Haley a pas vraiment fait des miracles, mais il faut voir que ce parti qu'on appelle le Grand Old Party, le vieux grand parti, il reste des gens qui sont certes des conservateurs, certes qui ont des vues parfois qui pourraient être jugées extrêmes de notre point de vue d'Européens sur l'immigration, mais qui restent quand même dans une forme de rationalité par rapport à la politique américaine. Ils sont de moins en moins nombreux. La question, c'est de savoir si ceux-là vont réussir à stopper ou en tout cas enrayer l'envol de Donald Trump. Et ça, c'est aussi une des questions qui va avoir des incidences sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais c'était une des questions qu'on se posait au sujet de ce qui aurait pu être fait au Congrès, à savoir, il y avait une sorte de sondage qui devait être fait pour pouvoir... Il fallait récupérer 6 républicains, je crois, de mémoire, c'était 6, pour que ce soit effectivement, que ce paquet puisse être voté, etc. Et on se posait la question en se disant, mais est-ce qu'il y en a 6 sur la totalité des congressmen républicains qui vont accepter de dire à Trump, écoute, moi je fais ce que je veux, je continue à appartenir à ce parti, mais en revanche, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est difficile pour eux, pour maintenir leur place et pour garder une cohésion de parti. Dire non à Donald Trump, c'est quand même un peu le grand gourou maintenant des républicains, donc pour eux c'est vraiment compliqué. Après, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'ils perdent de vue les intérêts propres des États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont vraiment intérêt à laisser une Russie gagner, à laisser une Russie se renforcer? On sait que les Américains, eux, ils regardent tout vers la Chine. Ils veulent investir à fond leur politique de défense en direction du Pacifique et de la Chine et aussi de la Corée du Nord. Donc forcément, une Russie qui serait meilleure, qui aurait gagné en Ukraine, ça les obligerait, de par leur présence dans l'OTAN, ça les obligerait à placer d'autres troupes, davantage de troupes en Europe. Donc là aussi, ça serait un peu le grand écart logistique pour les Américains plus tard. D'où l'idée de Donald Trump sur l'OTAN, mais ça c'est un autre, aussi, un autre sujet. C'est évidemment nourri par ça, évidemment.